20h sur DTV, le journal et ses titres. Ça y est, la plateforme de sécurisation des élections voit le jour au Sénégal. L'initiative de Maître Mame Adama Gueye prend corps. La finalité, c'est d'aboutir à une présidentielle transparente en 2019 et au-delà. 12e plan d'action du SIEMS, le syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation a envahi la rue. Il exige les indemnités du corps de contrôle, l'évaluation des textes administratifs relatifs aux affections, entre autres. Le bilan est macabre. Plus de 600 personnes perdent la vie chaque année au Sénégal dans des accidents de la circulation. Révélation du directeur des transports routiers. L'heure est aujourd'hui au renforcement de la sécurité routière à proximité des écoles. Et puis le pont de l'émergence ne fait plus rêver les riverains des badauds nichés sous cette infrastructure entre leur sommeil. Ils appellent les autorités à prendre ce problème à bras le corps. À voir dans cette édition. Bonsoir. Non à un hold-up électoral, l'opposition réunie autour de la plateforme de sécurisation de la présidentielle de 2019 enclenche la bataille contre le pouvoir en place. L'initiateur de cette plateforme accuse le président Macky Sall d'orchestrer un forcing électoral. La cérémonie de mise en place de cette plateforme s'est tenue en présence de notre reporter Pape Ousmane Cissé. C'est une plateforme très engagée et décidée à aller au front contre le pouvoir en place qu'elle accuse de forcing électoral. Un constat qui inquiète et qui fait réagir ses acteurs. Empêcher les Sénégalais présumés ne pas être favorables au régime de voter, contrôler l'information, neutraliser les réseaux sociaux et tenir le pays en respect avec les forces répressives et museler la société civile. Nous ne l'accepterons pas. L'enjeu pour ces acteurs dépasse même la présidentielle de 2019. Il s'agit pour eux de défendre la démocratie sénégalaise. Si on perd toute la démocratie et qu'on va avoir des élections qui ne sont pas transparentes, on va remettre en cause la paix et la stabilité sociale de ce pays. Et ça, c'est l'intérêt général. Ça dépasse des organisations, ça nous concerne tous, ça vous concerne. Des formations politiques représentées par leurs plénipotentiaires prêts à investir le terrain. Il faut qu'on les trouve dans leur champ. Sécuriser les centres de vote et les bureaux de vote. Veiller à ce que les listes d'émargement qui ont été vraiment falsifiées soient les vraies listes d'émargement. Surtout d'informer le peuple, de mobiliser le peuple pour mettre la pression sur le pouvoir pour qu'ils puissent écouter l'opposition. Nous allons ensuite envoyer des spécialistes dans les domaines qui ont été ciblés par la plateforme et ces spécialistes vont venir participer donc à tous les niveaux dans le processus. Cette cérémonie qui marque la mise sur pied de cette plateforme est le premier jalon posé par ces acteurs pour contrecarrer le régime en place dans sa démarche considérée comme antidémocratique. Des stratégies et orientations sont attendues à la fin de cette rencontre. Des conseillers municipaux déplorent la non-évolution géographique de leur commune et l'insuffisance du recouvrement des impôts. Pour eux, il faut corriger les incohérences de l'acte 3 de la décentralisation. Ils se sont réunis à Sali et Mamadou Diop étaient de la partie. Les incohérences territoriales dictées par l'acte 3 de la décentralisation ont été soulevées par les conseils municipaux de la commune de Saly-Portudal. Pour eux, la configuration de leur commune a un impact négatif sur son évolution géographique. Mais dans la première phase, effectivement, et c'était le constat avant l'acte 3, on constatait qu'il y avait une incohérence territoriale. Il y avait aussi en fait une très forte différence de superficie entre les communautés, entre les communes. Il y a des communes qui sont très étendues, d'autres qui sont en fait dont la superficie est très faible. Donc il faut corriger tout ça. Il faut qu'on puisse, comme on dit dans la philosophie de l'acte 3, avoir des territoires viables. Et la viabilité, c'est aussi dans l'espace. Parce que les petites communes actuellement ont des problèmes en fait d'étalement. Donc tout ça en fait c'est des corrections qu'il faut apporter par rapport en fait à l'acte 3. L'autre équation de Saly-Portudal, c'est le recouvrement des impôts. Selon son maire, la fermeture de certains hôtels fait que le budget prévisionnel n'est jamais atteint.
Le problème bi kay du recensement yi du kii bi mooy peut-être recouvrement yi des fois mooy am problème parce que des fois xam nga budget yi c'est des prévisions te des fois am ñoo xam ne da lay wóor ne bañuñu mais mënuñu aussi ñun forcé ñu yëg ko mais terewul on touche du bois. Les conseils municipaux de Saly Portudal sont en session de formation sur l'acte 3 de la décentralisation, une capacitation qui leur permet de participer activement au fonctionnement de la commune. Le maire war a jaar pour tabax école bi ñaata la xayma bi foofu liggéey bi dinañ ko mën a suivre fan la liggéey bi tolloog lépp dinañ ko mën a suivre. Saly Portudal, qui abrite l'unique station balnéaire du Sénégal, va être une commune modèle. Ousmane Gueye, son maire, rêve, dit-il, de doter aux populations le meilleur cadre d'épanouissement. Marche du syndicat des inspectrices et inspecteurs de l'éducation nationale, c'est dans le cadre de son 12e plan d'action, indemnité du corps de contrôle et l'évaluation des textes relatifs aux affectations sont entre autres leurs doléances. Aïda Ben Niass a marché avec ses acteurs de l'éducation. Suivons son élément. Une première au Sénégal. Des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale dans les rues de la capitale sénégalaise. Très remontés contre le ministre de l'Éducation, les membres de la CNTS-FC exigent dans leur 12e plan d'action l'évaluation des textes qui régissent leur mobilité et affectation. Les questions administratives concernent l'évaluation des textes qui les régissent, mais également qui régissent leur affectation et leur nomination. Autre point de leur revendication, les indemnités du corps de contrôle est spécifique aux syndicats des inspecteurs et inspectrices. Il y a également cette indemnité des corps de contrôle qui réclament, qui est spécifique aux syndicats des inspecteurs. Ils veulent également que l'indemnité de logement soit adaptée à leur profil. Après cette marche, si leurs revendications ne sont pas prises en compte, le secrétaire général Cheikh Diop indique qu'ils iront saisir à nouveau le ministre pour se faire entendre, car ils ne veulent qu'une année scolaire apaisée. Autre problème lié à l'éducation nationale, des écoles de la banlieue sont confrontées à un déficit de toilettes. Cette situation inquiète au plus haut niveau les parents d'élèves. L'inspecteur d'académie de Pikine Guédiawaye, Seni Wade, rassure, il soutient que des dispositions particulières vont être prises pour régler ce problème. Seni Wade réagit au micro d'Abdoulaye Wanyanga. Parce que pour une école puisse fonctionner normalement, il faut qu'il y ait un minimum. Et je pense que les toilettes en constituent véritablement un. Donc, le fait quand même de tout faire pour que nos établissements puissent disposer évidemment de ces toilettes-là constitue une priorité. Mais au niveau quand même de l'IA de Pikine Guédiawaye et aussi principalement de l'IF de Pikine, je pense que des efforts extrêmement importants ont été faits parce qu'il y a des ONG, il y a l'État, il y a beaucoup évidemment de services qui interviennent pour pouvoir, surtout l'ONAS, pour pouvoir permettre à ces établissements qui n'en disposent pas d'en avoir. Un lot de fournitures scolaires a été remis aux élèves de l'école Lansar A de Pikine. Ce geste est de la fondation Keba Mbaye. Ce don est salué à sa juste valeur par les autorités académiques dans ce reportage d'Abdoulaye Wanyaga. C'est un important lot de matériel scolaire que la fondation Keba Mbaye a remis aux élèves de l'école Lansar A de Pikine. Ce don s'inscrit dans le cadre des actions que la fondation mène en faveur de l'école sénégalaise. Cette opération permet de primer les élèves les plus méritants dans toutes les classes des écoles choisies, mais aussi de soutenir des enfants issus de familles démunies. La fondation ne s'est pas limitée là, elle a doté aussi cet établissement d'une mini-bibliothèque. Mais au-delà des élèves, nous dotons des écoles de petites bibliothèques pour résorber ce manque d'outils didactiques, surtout dans les écoles situées dans des zones difficiles d'accès,
ou bien des écoles de bourse. Des actions magnifiées par les autorités académiques de Pékin, l'inspecteur est d'avis que cela va permettre d'améliorer les conditions d'apprentissage dans cette école. Nous remercions encore la Fondation Kéba Mbaye qui, en dehors des kits scolaires qu'il remet évidemment à nos élèves, permet également d'équiper des bibliothèques. Donc c'est une fondation qui aujourd'hui vient en appui au secteur de l'éducation dans un secteur où véritablement nous en avons besoin. La Fondation Kéba Mbaye œuvre sur le plan éducatif depuis sa création. Elle octroie des bourses d'études également aux étudiants. Des potages du pays en ont bénéficié, selon les responsables. Plus de 600 personnes perdent la vie chaque année au Sénégal dans des accidents de la route. Révélation du directeur du transport routier, Cheikh Omar Gueye, assure qu'en 2019, il sera intégré dans la politique sécuritaire du pays un dispositif destiné à aménager des ralentisseurs et des panneaux de signalisation à 30 km des écoles. Il répondait ainsi à la requête des écoliers et de Laser International ce samedi et célébrer la journée mondiale des victimes de la route. D'ailleurs, tandis plus. L'installation d'un panneau de signalisation qui indique la vitesse maximale de 30 km/h à ne pas dépasser devant tous les établissements du pays, c'est le plaidoyer des élèves de l'école El Hadj Ibrahima Beye. Ils ne sont pas seuls, ils ont le soutien de Laser International, de leurs professeurs et... Nous n'acceptons plus ces statistiques implacables. Chaque jour sur les routes, 3000 personnes dans le monde meurent et 1000 jeunes mourront encore aujourd'hui. Et à l'heure où nous parlons, un enfant malheureusement perd la vie sur une des routes du monde. Une requête qui a trouvé un écho favorable. Le directeur des transports routiers donne des gages. Il soutient que la mesure sera prise en compte dans le programme de politique sécuritaire de l'année prochaine. Par rapport au vœu, à la sollicitation de mettre des panneaux de limitation de vitesse à 30 km à l'heure aux abords de toutes les écoles du Sénégal, je pense que c'est un acquis. On peut considérer que donc, le plaidoyer que vous avez fait tout à l'heure a été entendu et sera exécuté, fera partie du programme de 2019, Inch'Allah. Le coût des accidents de la route représente 1 à 2% du PIB national. Et le nombre de personnes qui meurent ou souffrent de handicap est considérable. Près de 1 300 000 perdent la vie dans le monde. Cette journée dédiée aux victimes de la route est l'occasion d'insister sur la sensibilisation pour diminuer ce nombre. L'observation de cette journée nous donne l'occasion d'attirer l'attention du public sur les accidents de la route et leurs conséquences terribles, mais également les coûts. Mais également donner des pistes de mesures qui peuvent être prises pour les prévenir. Il s'agit donc d'impulser un soutien accru à la réhabilitation physique des victimes, mais aussi à leur réinsertion sociale et professionnelle. Des prestations destinées à éveiller la conscience des enfants sur le comportement à avoir sur la route ont été faites. Laser International en a profité pour distribuer du matériel orthopédique fonctionnel aux victimes d'accidents de la route. Ndaye Aram Touré qui revenait sur le plaidoyer pour l'installation de panneaux de signalisation de 30 km/h devant toutes les écoles. Puisque nous parlons de sécurité, eh bien restons-y. Le pont de l'émergence, une infrastructure routière qui ne présente pas que des avantages. Les habitants de Grand Yoff et de Patte d'Oie vivent un véritable calvaire à cause des badauds nichés sous le pont. Des cas d'agression y sont souvent notés. Les populations alertent les autorités du pays dans cet élément d'Adam Biteya. Agressions et autres crimes odieux, des faits fréquents sous le pont Aliou Ardesso, plus connu sous le nom de pont de l'émergence, un phénomène qui ne laisse pas indifférent la population de Grand Yoff, Patte d'Oie, ainsi que les riverains qui vivent dans une insécurité permanente. Je passe tous les jours ici pour aller au travail. Mais quand il fait sombre, je n'ose même pas parce qu'il y a des agresseurs. Il est temps qu'on les dénonce, sinon ils vont influencer nos enfants.
Ce vieux indexe les forces de sécurité et de défense de cette localité. Selon lui, elles sont coupables car elles ne font pas leur travail comme il se doit. Cela fait longtemps qu'ils sont là, mais le problème est que la police ainsi que la gendarmerie sont là aussi. Ils les voient tous les jours, mais ils ne disent rien. Il faut qu'il y ait ces genres d'agressions pour qu'ils agissent, ce qui n'est pas normal. Leur présence dans ces lieux provoque une déviation pour certains qui n'osent pas passer là, la nuit. Je n'ose pas passer par ici à une certaine heure de la journée ou même de la nuit. Il n'y a pas de sécurité. Parfois même, j'emprunte l'autre chemin, même si c'est plus long. Tout le monde les voit et personne n'ose faire quelque chose. Le fait qu'ils utilisent des substances prohibées n'est pas bon pour leur santé. Vraiment, on souhaite que le gouvernement prenne leurs responsabilités et les chasse de ces lieux. Ces habitants déplorent la situation et interpellent les autorités à prendre des mesures urgentes pour déguerpir ces badauds afin qu'ils recouvrent la quiétude. Prise en charge psychosociale des personnes affectées par une catastrophe, une formation des professionnels de santé et des acteurs communautaires s'impose. L'initiative est d'ores et déjà prise par les membres de l'équipe mobile d'intervention et de soutien. Objectif, renforcer davantage la prise en charge médicale pour mieux gérer les traumatismes. Penda Barji nous explique. Les catastrophes et autres urgences font beaucoup de victimes et sont à l'origine de traumatismes psychologiques, individuels ou collectifs. C'est tout le sens de la session de formation initiée par l'équipe d'intervention mobile et de soutien à l'endroit des médecins pour une meilleure prise en charge psychosociale de ces victimes. Aujourd'hui, en fait, depuis 3 jours, on bénéficie d'une formation au niveau du centre des opérations d'urgence sanitaire, ici à Fan, qui en fait permet à des professionnels de santé de tous bords d'être formés par rapport à des actions d'urgence qui peuvent survenir au Sénégal ou dans la sous-région. Les nécessités elles se mettent à différents niveaux. Il y a des nécessités logistiques, il y a des nécessités d'information, et aussi au point de vue médical. Médical, c'est large, que ce soit médical, moi en tant que psychiatre, mais aussi autant psychosocial. C'est en tout cas le but de notre formation de 3 jours pour la mise en place d'une cellule d'assistance médico-psychosociale. Ces acteurs sanitaires insistent sur l'importance de ces interventions médico-psychosociales, mais également sur l'utilisation de ces professionnels après leur formation au Sénégal et dans la sous-région. L'objectif, c'est de pouvoir mailler tout le territoire national, de pouvoir mettre en place des cellules qui vont intervenir rapidement en situation de catastrophe dans la prise en charge psychosociale. Ces cellules sont multidisciplinaires, composées de médecins, de psychologues, de psychiatres, d'assistants sociaux et donc de travailleurs sociaux, et visent à pouvoir les activer rapidement en situation de catastrophe partout dans le pays. Et ceci entre dans le cadre de directives au niveau international et au niveau sous-régional, notamment au niveau de l'Union africaine et de la CEDEAO, mais aussi dans le cadre d'un plan de développement national. Une fois qu'on est formé justement avec des standards internationaux, on est habilité à pouvoir intervenir un peu partout, que ce soit au Sénégal ou dans la sous-région, parce qu'on sait que la collaboration interétatique permet justement de mobiliser. Une formation très pertinente et bénéfique pour les psychologues, selon les participants. Cette formation-là m'a permis vraiment de revisiter un peu mes cours en accompagnement psychosocial. Ça m'a permis également de connaître davantage les situations de catastrophes, que ce soit les catastrophes naturelles et les catastrophes également sociétales. Donc ça m'a permis également de connaître en tout cas les situations d'urgence qui peuvent survenir dans mon pays, mais également dans l'Afrique et dans le monde entier. Ça m'a permis également de savoir la nécessité de travailler en équipe quand une situation de crise se présente au niveau de notre pays et comment faire en sorte que l'équipe puisse travailler un peu dans la collégialité, dans un travail vraiment performant, bien sûr sous la supervision des autorités administratives, mais également des courses qui dépendent du ministère de la Santé et de l'Action sociale. À travers cette formation, on se rend compte que vraiment que le mental a vraiment un impact sur notre santé,
Donc il est vraiment primordial de pouvoir aider des gens qui sont victimes d'un traumatisme, parce que sans cela, ça peut avoir des séquelles, et ces séquelles peuvent se répercuter longtemps dans le temps et même entraîner des incapacités intellectuelles ou autres pour les personnes. Ce qui est important aussi, au-delà de la gestion des crises, c'est de mettre en place des dispositifs et des mécanismes pour prévenir les crises et les catastrophes qui peuvent survenir à tout moment dans la région de Dakar. Pour une meilleure prise en charge des victimes de catastrophes, les acteurs de la santé se donnent la main. Cependant, ils prient pour qu'une telle situation ne se présente pas au Sénégal. Mais si cela devait arriver, ces professionnels sont prêts à y faire face. La circulation de faux billets est toujours une réalité sur le marché. Certains commerçants et gérants de multiservices ont souvent des problèmes pour les détecter. Dans ce cas, la vigilance demeure leur planche de salut. À Yarandiaï, on en rencontrait quelques-uns. Et les gérants de multiservices sont souvent victimes des malfrats qui l'aident de faux billets trompent leur vigilance. Du fait que certains n'ont pas de machine de détecteur de faux billets et pire, ils ne savent même pas reconnaître le vrai du faux. Franchement, je ne peux pas reconnaître un faux billet. Et pour preuve, si vous me donnez un vrai et un faux billet, je ne pourrais pas les discerner. Peut-être que je vais prendre la machine pour détecter. D'ailleurs, ça indique qu'au final, ce sont eux qui payent tous les pots cassés. On a l'habitude de toucher de l'argent tout le temps et ce ne sera pas facile qu'on nous donne un faux billet sans le reconnaître. Tu peux le savoir sans la machine. Moi, je peux facilement reconnaître un faux billet. Si vous durez dans ce métier, au fil du temps, vous êtes plus attentif et avoir la facilité de reconnaître un faux billet. Mais parfois, cela peut passer. Exerçant pendant des années ce métier, ces commerçants sont très vigilants sur ce point. La dernière fois, le gars là, il m'a dit que c'est une dame qui lui a donné ça. Non seulement à la chaîne, ça fait 3 personnes qui ont touché cet argent-là, mais ils ne connaissent pas. Déjà, nous sommes des commerçants, on est là. On attend les clients. Un client qui arrive avec un faux billet, si tu ne le connais pas, tu prends ce faux billet-là, tu lui donnes ton argent propre déjà, ce qui n'est pas faux billet. Lui, il t'a déjà donné un billet qui n'est pas valable. Toi, tu lui as donné des billets valables. Il demande ainsi plus de rigueur de la part des autorités pour régler définitivement ce problème. Il ne faut pas vouloir la facilité. Il faut savoir gagner sa vie avec dignité au lieu d'arnaquer les gens. C'est inadmissible de travailler presque toute une journée et que quelqu'un fusse de nulle part pour prendre tes bénéfices. Il faut que les autorités nous aident aussi à éradiquer ce phénomène. Les faux billets continuent de circuler dans le marché. N'ayant pas les moyens d'acheter la machine, ces gérants et commerçants préfèrent vérifier eux-mêmes pour ne pas avoir une mauvaise surprise. Hors de nos frontières, les manifestations de contestation sont souvent réprimées en Guinée-Conakry. Elles sont parfois émaillées de violences de toutes sortes. La communauté guinéenne à Dakar interpelle ainsi les autorités étatiques de la Guinée sur cette question sécuritaire. Nabi Diallo et leur porte-parole, nous l'écoutons. Le monde entier est au courant que depuis un certain temps, il y a l'armée qui rentre dans les concessions des gens pour agresser, violer les femmes et tuer des gens. Et on sait que la vie humaine est sacrée dans tous les pays du monde, sauf en Guinée, où c'est l'armée qui devrait les protéger, qui est autorisée à les tuer. Donc c'est toujours par des manifestations politiques pacifiques. Quand les politiciens projettent des manifestations pacifiques, l'armée sort et commence à tirer à bout portant et à balles réelles. Et ce qui n'est pas autorisé ni par la loi, ni par l'honneur, ni pour la dignité humaine. Retour chez nous, le Grand Prix FAPA 2018 qui récompense le meilleur article d'agence en Afrique a été remporté par l'agence de presse sénégalaise. L'auteur de l'article est le représentant de l'agence publique d'information à Ziguinchor. Il se réjouit de cette récompense. Dans son article, Mohamed Tidjane Ndiaye évoque la participation des femmes à la reconstitution du tissu économique de la
Casamance. Il s'est confié à notre correspondant sur place, Cheikh Ndiaye Sadjir. Tout ce travail des femmes-là qui est récompensé à travers ce prix, nous voulons vraiment rendre hommage à la femme casamançaise qui a fait l'objet de ce reportage qui a été salué, en tout cas à l'échelle africaine, que pour une fois, on a parlé de la Casamance sur la chaîne internationale sans pour autant mettre le curseur sur l'horreur, sans pour autant mettre l'accent sur ces braquages, sur cette rébellion, sur ces différentes belligérances qui vraiment sont en train de coûter cher à cette très belle région. Maintenant, pour les journalistes que nous sommes et qui évoluons dans une région aussi sensible que celle de la Casamance, nous devons toujours avoir cette grosse responsabilité dans la couverture, dans la collecte d'abord de l'information, dans le traitement et dans la diffusion de l'information. Nous devons faire souvent dans l'autocritique, dans l'autocensure même. Moi, je pense que c'est une très grosse responsabilité parce que c'est une région très belle. La destination casamançaise est prometteur. Les pouvoirs publics ne cessent de faire des efforts dans les investissements publics au niveau de la Casamance dans divers domaines. Moi, je pense qu'un simple article de presse ou un élément radio de moins d'1 minute peut faire reculer tout ça. Ouverture des rencontres cinématographiques internationales de Dakar. Le cinéma est une réelle priorité du gouvernement actuel, rassure le ministre de la Culture. Abdoulatif Coulibaly annonce d'importants investissements dans ce domaine. De grosses pointures du cinéma sénégalais ont été honorées en présence de notre reporter Aïdem Ben Yasser. L'histoire du cinéma national et international, révisité par ces artistes à travers la musique, marque l'ouverture officielle 2018 des rencontres cinématographiques de Dakar. Cette édition est placée sous le thème cinéma et développement. Nous serons en communion et en fête pendant une semaine pour célébrer le film, le cinéma, cet art d'un genre particulier. Un art qui, avec la force et la magie qui est la sienne, repousse chaque jour les limites de l'imagination. Je parle de cette imagination créatrice qui sait si bien jouer sur les deux registres de la fiction et du réel pour nous transporter dans un univers particulier de sens et de beauté. Très prochainement, le président de la République va consacrer des investissements importants dans le secteur de la culture, des affirmations du ministre Abdoulatif Coulibaly déclinant le bilan du FOPICA entre 2015 et 2017. 61 projets ont été financés en production pour un montant global de 1,254,500,000 francs CFA, avec plus de 1450 emplois temporaires créés et par ailleurs une centaine d'emplois permanents créés avec l'appui de ce fonds. En matière de professionnalisation des acteurs, 372 acteurs ont été formés en technique cinématographique et audiovisuelle, écriture de scénario, images et son, montage audiovisuel, jeu d'acteurs, grâce au FOPICA, pour un montant global de 111 779 700 francs CFA. Après ces distinctions honorifiques rendues au réalisateur marocain Nourine Sahel et au styliste Oumoussi, Annette Mbaye Derneville honorée à travers ce tableau, une réalisation d'Abdoulaye Diallo. Cette œuvre